trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Sorvitz est avec nous, le directeur de la recherche de LBPAM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Christian Parizeau nous accompagne également, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Michael Nizar est également parmi nous, directeur des gestions multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Je disais, on prend un peu d'avance sur les 100 jours de Donald Trump. Ce sera la semaine prochaine précisément, partant évidemment de son entrée en fonction le 20 janvier dernier. Qu'est-ce qu'on a appris dans ces 100 premiers jours de Donald Trump, Michael? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a compris ou qu'est-ce qu'on croit avoir compris de la stratégie? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Qu'est-ce qu'on ne sait pas du tout? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de préparation manifeste de la part de l'administration Trump. Effectivement, quel que soit le niveau, la qualité des conseils autour de Trump, il y avait certainement un plan, celui de faire baisser le pétrole, de faire baisser les taux d'intérêt pour justement satisfaire son électorat sur notamment les questions inflationnistes. Effectivement, c'est pas un hasard d'avoir vu finalement le même jour, le 2 avril, une décision de l'OPEC+, avec une Russie qui acceptait effectivement d'augmenter son offre, et effectivement le pétrole a baissé dans ce sillage de ces annonces, et dans le même temps d'avoir les annonces, le fameux jour du Liberation Day, sur les tarifs. Donc, il y avait certainement un plan, celui de faire baisser le pétrole et de faire baisser l'inflation et d'amener la Fed à constater effectivement qu'il fallait justement agir et en faisant baisser les taux, notamment intermédiaires sur les treasuries. Sauf que, effectivement, ce qu'on voit d'un point de vue purement investisseur, c'est qu'en fait, il y a un manque de préparation tel que les marchés américains, les actifs américains se sont comportés comme n'importe quel autre pays émergent, où en fait, dans le même jour, dans la même semaine, on a vu le dollar baisser, les treasuries, donc les obligations du Trésor américain baisser, et le marché action baisser avec un drawdown relativement fort. Donc la vraie surprise, c'est qu'en fait, là où en 2022, même si effectivement les treasuries n'avaient pas pu réduire le drawdown sur les marchés actions, on avait quand même le dollar qui s'était apprécié. Ouais. Là, on a une amplification finalement des pertes sur les marchés actions par justement l'effet de la baisse du dollar. Donc, on y reviendra, mais donc il y a vraiment, je pense, quelle que soit la capitulation et le degré de capitulation de Trump, progressivement on va vers une phase où les investisseurs, en tout cas nous-mêmes, on va se montrer de plus en plus exigeants en termes de clarification et de lisibilité sur la politique de Trump, sur les prochaines annonces. Bon, cette chute conjointe à la fois des actions américaines, de la devise américaine et des obligations souveraines américaines, alors je fais mon malin parce que j'ai découvert ça il y a une semaine, il y a un terme japonais qui décrivait ça, notamment dans le milieu des années 90, petite crise au Japon, quand on voyait effectivement tous ces actifs japonais sur une séquence ou une séance baisser de concert, on appelait ça le triple yazoo. Voilà. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a observé sur une bonne série de séances la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez appris de ces quasi 100 premiers jours de Donald Trump, Christian? Alors, pour moi, j'ai une lecture... Alors, on peut toujours, c'est difficile d'être dans la tête de Trump et je veux surtout pas essayer, mais pour moi, il y avait un élément central dans sa réflexion, c'était de faire passer ces baisses d'impôts. Ça peut paraître anecdotique aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des droits de douane, mais il faut bien comprendre, pour moi, la stratégie de M. Trump, c'est avant tout de réussir à faire passer sur 10 ans 11 000 milliards de baisses d'impôts. Alors, il y a une partie de pérennisation des baisses d'impôts vers les ménages et une partie vers les entreprises, et avec notamment une grosse baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a à la fois la prolongation des baisses d'impôts existantes et de nouvelles baisses d'impôts pour des entreprises. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça justifiait, à mon avis, sa stratégie. Sa premier élément de sa stratégie, les droits de douane sont une source de recettes pour l'État fédéral. Et ça, c'est important parce qu'il disait, je ne vais pas taxer au niveau domestique, mais je vais taxer, alors c'est son illusion, je ne dis pas que c'est vrai, mais je vais taxer ceux qui veulent avoir accès à mon économie. Ouais. Et donc, ce n'est pas les Américains qui vont payer les impôts, bon, on sait que c'est faux, mais ça sera... C'est les étrangers, les exportateurs, voilà. C'est eux qui paient. Donc, il fallait que les droits de douane soient rentables. Et ça, c'est important parce qu'il nous a promis 8 milliards de dollars par jour de rentabilité. Bon, on en est à 9, mais sur un mois. Donc, on en est très très loin. Mais en tout cas, il avait ça en tête. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'en demande ma base fiscale.
Et pourquoi je mets des taux d'intérêt très bas ? Parce que je fais exploser la croissance américaine, je fais un nouvel âge d'or. Et pourquoi je fais un nouvel âge d'or ? Parce que j'attire tous les capitaux et toutes les compétences et tous les gens riches du monde entier aux États-Unis qui vont investir aux États-Unis, qui vont faire donc une forte croissance. Donc je peux taxer très bas en ayant une base fiscale qui augmente. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis troisième point, ça on l'a vu aussi, c'était Monsieur Musk qui en était chargé, c'est je coupe dans les dépenses publiques parce que il savait que ça allait être difficile. Donc on coupe dans les dépenses physiques, c'était à Musk de réduire les dépenses. On s'aperçoit que c'est très compliqué et qu'il n'y arrivera pas sans couper dans les dépenses sociales. Et ça, il se heurte clairement aux républicains parce que vous avez beau être républicain, mais quand vous avez une sécurité sociale, on vous l'enlève, vous ne votez plus républicain. Ouais. Donc il y a ce premier élément qui est quand même cet élément de faiblesse, mais il voulait couper dans les dépenses drastiquement. Et puis l'autre élément, c'est qu'en réduisant les dépenses, on voulait aussi réduire la charge d'intérêt. Et ça explique aussi ses sorties vis-à-vis de la Banque centrale américaine. Il veut que la Banque centrale américaine baisse les taux le plus rapidement possible et les taux courts. Et Bessent le secrétaire du Trésor, avait dit qu'il fallait émettre sur le court terme. Ouais. Donc en permettant à la Banque centrale, je vous dis idéalement, il n'a pas dit de chiffre, mais si la Banque centrale met les taux, les Fed Funds à 1% et que les taux courts sont autour de 1%, on délaisse toute la partie longue de la courbe des taux, donc ça permet de détendre un peu les tensions sur la partie longue de la courbe des taux. Ça abaisse le coût du crédit aussi pour les Américains et pour les entreprises américaines qui veulent investir sur le sol américain. Et puis de l'autre, on se refinance à très court terme et sachant que, quoi qu'il arrive, la Fed apportera la liquidité au Trésor américain et ça réduit donc la charge de la dette dans le budget américain et ça permet des baisses de coûts. Donc pour moi, si j'avais une lecture de M. Trump, c'était « et la clé, c'est quoi ? C'est le budget ». Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que Trump, il sera énervé, il continuera à nous pourrir la vie et à nous faire refaire toutes nos présentations économiques en 24 heures, tant qu'il n'aura pas son budget de voter. Et ça, c'est un élément clé. Donc moi, j'attends ça, je regarde ça de très près. Il a essayé de tordre le bras des Républicains en leur disant qu'il fallait mettre le plafond de la dette avec le budget américain. Il veut la big beautiful bill, il veut tout d'un coup. Oui, mais il le fait exprès, parce qu'il leur dit, en gros, si vous ne votez pas mon budget, on n'entre pas le plafond de la dette et on fait défaut. Ouais. Et vous serez responsable du défaut des États-Unis. Donc, il essaye de tordre le propre bras de sa propre majorité. Monsieur Musk a dit aux Républicains qui ne voteraient pas le budget, qui financerait au mid-term des opposants. Ouais. Donc, on est dans le délire, clairement, mais on est véritablement la première opposition aux États-Unis, c'est les Républicains eux-mêmes, et il essaye de tordre notre bras. Et je pense que le budget, c'est l'élément clé. S'il réussit à faire passer ces baisses d'impôts, il se détendra sur le reste. Je pense qu'on sera sur quelque chose de plus négocié. Et il reprendra peut-être le golf. Et ça sera peut-être un peu plus reposant. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup arrêté le golf. Visiblement, il y passe quand même quelques heures par week-end encore. Mais oui, ça a l'air compliqué quand même sur le plan budgétaire. Le capital politique est quand même bien entamé et comme vous dites, les rangs de l'opposition au sein même du parti républicain sont en train de trouver, c'est ça, de trouver un peu d'allant, quoi. On voit qu'il a déjà eu, il y a eu le cadrage du budget qui a été voté, 5 000 milliards de déficit sur 10 ans du côté de la Chambre des représentants, 4 000, non c'est du côté du Sénat et 4 000 du côté de la Chambre des représentants, et lui il a besoin de 11 000. Oui, donc déjà il a du mal à faire passer tout ça. Oui, et puis des voix importantes. On a vu un Ted Cruz s'élever contre les tarifs, etc. Il y a quand même des voix importantes parmi des soutiens historiques de Donald Trump aujourd'hui qui se permettent de remettre en cause, d'interroger sa politique. Premier bilan de Trump et de ses conséquences. Et puis pour avancer un peu, effectivement, est-ce qu'on est dans une crise de confiance majeure ? Est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est une crise de confiance profonde entre des investisseurs globaux et les actifs américains, Sébastien ? Écoutez, pour moi, il y a des éléments techniques sur ce qu'il essaye de faire, pas faire. Je pense que le premier constat est le plus important parce que c'est ce qu'on voit dans les marchés. Le monde de Trump, depuis donc peut-être 100 jours, est un monde qui est nettement pire de celui où on venait. Tout s'est un peu détruit. L'incertitude est arrivée à des niveaux extrêmes. Il a créé le chaos, non seulement sur les marchés, sur l'économie mondiale, sur les relations du leader du monde démocratique ou de l'Ouest, comme on le disait souvent, même s'il y a le Japon, il y a d'autres pays qui l'intègrent. Et il a créé quelque chose d'inédit depuis la guerre ou avant. Les alliés ont disparu. On ne sait pas qui est ami avec qui et surtout qui est ami avec les États-Unis. Et donc il faut partir de ça, c'est-à-dire il a détruit quelque chose qui était un actif pour tous de stabilité et on ne l'a pas. Et ça se détruit aussi vite que ça.
En tous les cas, ça peut, en quelques semaines, en 100 jours, on peut casser des dizaines d'années ou des relations séculaires et une confiance séculaire qu'on a avec des partenaires mais Grégoire, historiques. c'est justement, c'est pour ça que je dis, il a semé une inquiétude qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. C'est pas simplement que le VIX est allé à un moment donné à 50, c'est qu'il a cassé quelque chose de très important. Et c'est que 100 jours. Donc on ne sait pas ce qui vient après. Christian a peut-être raison qu'il va devenir très gentil après. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la question, est-ce qu'il y a un dessein? Est-ce qu'on va quelque part? D'abord, il n'y a pas un économiste, à part peut-être certains qui l'entourent, avec M. Navarro, qui pense que cette idée des tarifs réciproques, tout le monde, excusez-moi de l'expression, a entubé les États-Unis pendant des années, est débile. Et débile, c'est quelque chose que tout le monde... Il y a des problèmes avec la Chine, on sait, sur la surproduction, sur... J'ai un la déficit subvention. avec un pays, je vois ça comme une perte. C'est-à-dire que lui, le magnat de l'immobilier, l'homme d'affaires, quand il voit un déficit avec un pays, il voit une perte. Et donc, comme il voit des déficits avec beaucoup de pays, il veut mettre tous ses déficits à zéro. C'est un espèce de jeu, une vision du jeu à somme nulle un peu réductrice. Grégoire, mais le plombier aussi peut avoir une vue comme ça, ou l'électricien. Mais là, on parle des États-Unis, la première puissance du monde. Il y a des gens très intelligents, il y a des pléthores d'économistes, y compris Harvard. Mais Harvard, apparemment, il n'aime pas, comme il n'aime pas les autres universités. C'est-à-dire ce qui a fait la force des États-Unis, le progrès technologique et la présence sur beaucoup de domaines, c'est justement toutes ces universités, et on s'attaque à elles pour des questions d'élite, pour des choses qu'on ne comprend pas. Et par ailleurs, mais c'est le plus important quand même, c'est est-ce qu'il y a un dessein, est-ce qu'on va quelque part? Et aujourd'hui, on est dans le chaos, et comme je le disais, ce que vous disiez, on semble casser quelque chose qui n'était pas possible, qui n'était pas possible. C'est pas possible que les Européens puissent parler aux États-Unis comme on parle aujourd'hui, que les États-Unis parlent au reste du monde comme ils parlent à chacun aujourd'hui. C'est pas possible qu'ils parlent au Danemark comme ils leur parlent aujourd'hui à cause du Groenland. Ce n'est pas. On disait c'est pas possible. C'est le premier truc que demande la Chine, un peu de respect. Et éventuellement, on envisagera de commencer à réfléchir, à discuter. Mais déjà, soyons un minimum respectueux. Ils ont raison. Alors, comment vous voulez qu'une entreprise qui ne sait pas où on va, à qui ses relations commerciales, parce que quand on parle des chaînes de production ou des produits, où sont produits les choses, les produits sont produits dans plein d'endroits. Même un iPhone passe par la Chine, passe par le Vietnam, on refait le coup du crayon de papier de Friedman, c'est ça? Exactement. Et donc qu'est-ce qu'on détruit? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, on avait un organisme qui s'appelait l'OMC à un moment donné, et on pouvait discuter sur les affaires commerciales. Trump n'en veut pas. Donc, l'idée que les États-Unis dictent au monde la façon dont on s'organise, c'est pas la conception qu'on a eue pour construire ce qu'on a construit. Donc, après, les entreprises vont continuer à produire, les banques vont continuer à prêter, tout ça, tout va continuer à fonctionner. Mais elles vont fonctionner, tout le monde fonctionne aujourd'hui dans un chaos total. Et la question, et c'est la plus dure à répondre, comme on vient d'un monde où les États-Unis, c'était l'exceptionnalisme, le pays qui avait la croissance la plus forte, certes, le Covid, beaucoup d'argent injecté, etc. Et tout à coup, on se met, tout le monde, il n'y a pas, je ne connais pas un économiste ou un gérant qui se dit, non, le risque de récession est élevé aujourd'hui aux États-Unis pour 2025. On vient d'un pays qui croissait très fortement et on se met à discuter de récession. D'où vient cette récession? C'est M. Trump qui a fait un choc incompréhensible, ce que vous disiez, sur la confiance, sur la trajectoire économique, quels sont les choix, où on va investir. On peut baisser les impôts, ça va aider en 2026 les États-Unis, surtout qu'aujourd'hui, ils veulent mettre, comme lors de son premier mandat, ce qui est proposé est un truc énorme en termes de dépenses. Si on ne veut pas faire les presque 6 000 milliards de dollars de déficit sur les 10 prochaines années, il faut trouver encore 2 000 milliards pour arriver à stabiliser la dette, 2 000 milliards de dollars sur cette période qu'il faut trouver quelque part. À part le Medicaid et le Medicare, on ne voit pas où. Est-ce qu'on va couper alors que Trump ne sait pas... Donc il y a des équations qu'il ne sait même pas résoudre, qu'on ne sait pas résoudre. Bref, moi, 100 jours de Trump,
c'est déjà très dur et ça a amené beaucoup d'incertitudes. Il y a déjà des dommages irréversibles qui ont été causés. Ça, je sais pas. Je sais pas. Je pense que personne ne sait répondre, mais on a l'impression quand même que les dégâts, on les a pas vus. C'est ça qui est génial. On les a pas encore vus. Tout le monde les anticipe. Et mesurer quel degré, de combien les choses vont se détériorer, je pense que personne n'est capable de donner une bonne réponse, que ce soit sur la croissance ou sur l'inflation. Bon. À la décharge de Trump, quand je parle de la Chine, on n'a pas face à... Enfin, les États-Unis n'ont pas face à eux un pays bisounours. Hein. La Chine n'est pas non plus un pays bisounours. Mais c'est d'autant plus ironique de voir aujourd'hui que Pékin demande d'abord un peu de respect. Arrêtez de traiter nos agriculteurs de paysans comme le faisait encore J.D. Vance il y a quelques jours. Soyez un peu cohérents dans vos demandes parce que, voilà, même si on est en guerre, il faut quand même qu'on sache un petit peu où chacun va. Et puis nommer quelqu'un qui ait vraiment la confiance de Trump et qui soit un négociateur américain dans lequel le négociateur chinois puisse avoir confiance, en tout cas puisse avoir une confiance suffisante pour négocier, puisque c'est quand même un objectif. On ne va pas rester à 250% de tarifs toute la vie sur les produits chinois. Qu'est-ce que le marché a intégré à ce stade-là? Quand vous regardez les actifs clés, et je reviens encore une fois au dollar, aux treasuries, les actifs américains notamment, Mickaël, c'est une crise de confiance passagère parce que l'outrance trumpienne fait qu'effectivement ça bouscule un peu l'ordre établi qu'on a tous connu et dans lequel on vit depuis toujours. Ou est-ce que c'est plus grave que ça, avec en plus la question du déficit américain, etc., etc. Alors là-dessus, je serai très bref, mais il y a quand même 3 risques que les marchés sont en train d'intégrer. Il y a un risque sur 3 horizons de temps. Il y a l'horizon court terme, il y a un choc d'incertitude, il y a le choc qui est lié en fait à l'incertitude pour les entrepreneurs, des reports des décisions d'investissement, etc. Le choc sur les échanges mondiaux. Perturbations notamment dans les chaînes d'approvisionnement et puis un choc qui est naturellement financier parce qu'en fait on doit justement prendre en compte la similitude qu'on a par rapport à 2020, le fameux sudden stop, le gel ou l'attentisme très important de l'ensemble des agents économiques, les ménages et les entreprises. Donc à court terme on doit intégrer ce risque-là, toute cette surprise négative liée à l'incertitude et à ces annonces. Sur le moyen terme, il y a un risque d'isolationnisme américain, qui est, à mon avis, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans les leçons des 100 premiers jours, c'est l'impréparation de l'administration Trump. Comment ont-ils pu mettre en place toutes ces annonces sans mesurer à un moment donné qui risquaient eux-mêmes d'être isolés, de se retrouver tout seul. À couper et à remonter massivement avec ce jeu d'escalade, il y a un risque d'isolationnisme qu'il faut traiter très rapidement pour BCN, pour l'administration Trump, parce qu'en fait, c'est majeur. Et puis, il y a un risque purement macroéconomique de déflagration qu'on vivra et qu'on a du mal à mesurer en termes de dépression et pas de récession. Il y a un risque, comme effectivement certains grands gérants américains l'ont mentionné, il y a un risque de dépression qui peut ressembler en fait au trait qu'on avait pu voir dans les années 30. Je vous rappelle simplement que le Hawley Act avait effectivement vu croître les tarifs douaniers mondiaux de l'ordre de 20 à 25%. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est d'un point de vue implémentation, on est déjà sur 20% contre 3, on est déjà dans cet ordre d'idée-là, sachant que selon les annonces plutôt sectorielles, d'autres sont à venir. Sur la pharmacie, sur les semi-conducteurs, le bois, le cuivre et même l'USMCA, on se rapprocherait, selon les sources de Bloomberg, qui recalculent tout ceci, à 35%. Oui, bien sûr. Donc, si je reviens sur le risque isolationniste, qui est plutôt un risque de moyen terme, la seule manière pour l'éviter, et pour que les marchés se rassurent, c'est de voir M. Trump commencer à négocier très rapidement avec les pays de la liste 1, donc c'est-à-dire les pays dits amis. Japon, Corée du Sud. Ils ont un accès VIP, c'est ça? Exactement. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, et dans ce jeu-là, c'est certainement le risque, c'est de voir une coalition anti-Chine. Donc j'évite mon propre risque isolationniste pour c'est le mystique gris, le repasse côté chinois. Oui. De toute façon, c'est ce qu'il va demander à tous les pays qui vont venir négocier. Positionnez-vous par rapport à la Chine, pour ou contre. Comme c'est un risque, il y a une récession made in USA par les USA,
ça pourrait être effectivement recalculé et voire même il pourrait y avoir une certaine capitulation. Mais en fait, ils vont être obligés de le faire pour éviter l'isolationnisme. Et ensuite, il y a toute la mesure sur 2025 et au-delà sur comment nous, investisseurs, gérants d'actifs, on va reconsidérer le dollar comme actif refuge, les treasuries comme actif refuge. Il y a une vraie question là-dessus et je pense que c'est le début de la fin d'un privilège ou en tout cas la manière d'utiliser, comme on l'a fait dans l'histoire de la gestion financière, la manière d'utiliser le dollar comme un hedge ou une couverture naturelle. C'est peut-être... Il y a un glissement. C'est une question où on est déjà à prendre des décisions dans la construction d'un portefeuille, dans une allocation, etc. Et par quoi on remplace le dollar ? Tout à fait. Nous, déjà, depuis fin 21, on avait déjà on voyait ce risque de contre-choc inflationniste qui faisait qu'en fait, on avait eu tendance à baisser le risque de duration, notamment en allant vers des durations court terme dans nos portefeuilles, pour éviter ce potentiel choc ou rupture de corrélation. Très clair. Donc ça nous avait permis déjà de mieux traverser 2022. Mais là, tout récemment, depuis à peu près 3 mois, on est passé négatif dollar parce qu'on pense en fait qu'on va vers une dédollarisation avec un peu accéléré, quoi. Accéléré. Alors bien sûr, ça va passer. Enfin, on risque pas d'aller à 1,50 en l'espace de quelques mois. Mais la tendance, c'est qu'on a vu un point haut sur le dollar. Ouais. Et qu'en fait, en octobre 2022, et qu'en fait, on se destine vers une dépréciation plus ou moins lente, mais une dépréciation du dollar, parce qu'en fait, il y a un risque pays, un risque politique, comme celui qu'il faut pricer, qu'il faut intégrer. Comme dans n'importe quel autre pays, mais qu'on avait l'habitude de voir dans des pays émergents. Très clair. Et on n'a même pas encore abordé le sujet de la doctrine Mairan, où dans l'absolutisme de Stephen Mairan, on pourrait... échanger la dette en circulation américaine. Je vois Christian qui lève les yeux au ciel. Non, mais quand même, si je vais au bout du plan, quoi. Voilà. Donc, et swapper ça, échanger ça avec de la dette perpétuelle, en plus pas rémunérée, une coercition totale sur le plan monétaire pour les partenaires détenteurs de créances américaines. Les États-Unis, les pleins pouvoirs. Mais ça, c'est le bout du plan. Pour l'instant, on va voir déjà les prochaines étapes. Une étape, c'est... Enfin, il va bien y avoir une discussion entre la Chine et les États-Unis. Bon. Bien sûr. On ne va pas rester à 150% de tarifs de part et d'autre. Trump vient de lui-même, quelque part, de s'apercevoir que, de toute façon, il ne va pas pouvoir se déconnecter de la Chine du jour au lendemain. Vous avez 2% des vêtements qui sont produits aux États-Unis. Donc, ils vont faire comment, les Américains ? Même si vous les réindustrialisez et mettre des usines de vêtements aux États-Unis, ça ne va pas se faire en 2 jours. Le qui nous a montré, voilà, on va assembler nos petits iPhones sur nos petites chaînes de montage aux États-Unis. Ils montrent ça à la télé. Oui, non, mais... c'est le secrétaire au commerce. D'accord, mais on ne construit pas une usine comme ça du jour au lendemain et ça ne se fait pas comme ça. Donc, je pense que ce qu'il veut faire, le plus probable, c'est qu'il va laisser 10% de droits de douane. Parce que 10%, oui, ça semble acquis. Ça. Voilà, ça lui fait sa petite recette, ça lui fait ses revenus, ça lui laisse la possibilité de les monter s'il veut. Et donc, je pense qu'on va rester sur cette base-là et il va mettre des droits de douane plus élevés à la Chine. Parce que c'est un moyen, comme un autre, d'inciter la concurrence, de dire, voilà, je ne suis pas obligé, je fais en sorte que les Américains n'aillent pas se fournir auprès des Chinois, quitte à se fournir auprès d'autres pays, mais au moins qu'ils n'aillent pas au moins auprès des Chinois, c'est un moyen de mettre la pression sur la Chine. Donc, est-ce que ça sera 20%, 30%, j'ai aucune idée de ce que ça donnera. Bon, en tout cas, on ne peut pas rester. L'avantage qu'on a en ce moment, c'est que les droits de douane sont tellement forts du côté américain et chinois qu'ils se sont mutuellement fermés leurs deux marchés. Or, on sait que les États-Unis, du jour au lendemain, ne peuvent pas avoir des terres rares, se passer des terres rares chinoises, que la Chine pourrait, mais c'est très compliqué quand même de totalement se passer des États-Unis comme clients in fine. Et puis, on sait aussi que certaines unités de production, par exemple, quand on sait qu'il y a 3 usines dans le monde qui font des écrans OLED, ces usines-là, vous ne les prenez pas, vous ne les transportez pas aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écrans OLED qui seront fabriqués aux États-Unis, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne va pas déplacer des usines qui ont mis des dizaines d'années à être construites, et c'est des technologies, c'est des choses qu'on ne déplace pas en plus. C'est des machines qui sont tellement lourdes que vous ne prenez pas un avion pour les transporter, même un bateau. Donc, faut bien se rendre compte. Donc, il y a un peu une part de rêverie dans ce que nous dit M. Trump, qui n'est pas la réalité industrielle. Il y aura encore de la mondialisation. Il ne faut pas rêver. C'est juste que ce qu'il va vouloir faire, c'est
faire payer très cher les produits chinois, et c'est là-dessus qu'il va le faire. Et il va le faire, je pense qu'il va revenir un peu plus raisonnable en se disant, je vais y aller progressivement avec mes droits de douane universels pour le temps de laisser. Alors juste un petit mot, pourquoi ce qui a râpé, c'est que Trump avait dans l'idée à un moment donné de faire des accords. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous appelez Honda, je taxe à 25% les voitures, mais si Honda me promet de construire une usine, je vous exempte des tarifs. Sauf que le département du commerce lui a dit, non mais attends, on n'y arrive pas là. On va pas pouvoir faire des droits de douane sur tous les Japonais, sauf Honda, sur tel véhicule, parce que Honda va investir dans 3 ans, va avoir son usine dans 3 ans. Et donc c'est là où il s'est heurté à un échec, parce que lui, il était vraiment dans l'idée qu'au fur et à mesure que les entreprises acceptaient de réinvestir et de créer, avec les groupes, voilà, de vouloir. Et donc il déjà, il faut qu'il mène 75 ou 90 négociations en même temps là, il sur les bypassait droits de les douane. gouvernements et il négociait au niveau des entreprises. Et je pense que ça, il n'avait pas réfléchi que le département du commerce ne pouvait pas suivre. Dans le bras de fer Chine-US, là, qui a le levier de négociation, en tout cas à ce stade, le plus leveragé, si je puis dire. Ça dépend de la mesure qu'on prend. Si la mesure, c'est par exemple la souffrance des peuples, je pense que les Chinois, ils peuvent durer plus longtemps par rapport aux Américains. Ça peut compter à un moment. Maintenant, c'est l'origine même du débat, c'est-à-dire le onshoring. Ça a été quelque chose qui a été mis en avant par tout le monde parce qu'on s'est aperçu pendant le Covid et d'autres crises qu'il y a des choses qu'on a intérêt à produire chez soi parce que quand on a besoin de masques, il faut que les masques soient disponibles tout de suite et on ne peut pas les prendre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Le monde est devenu plus violent et donc sur l'armement, il faut produire ses propres armes. On voit bien aujourd'hui pour les grandes puissances. Pour la technologie, il faut produire. Donc, il y a un certain nombre de produits, on se dit, c'est bien de les avoir chez soi. Il y a un intérêt à être autonome. Bon, les États-Unis, on en a beaucoup, mais l'idée de l'onshoring, de ramener tout, de vivre en autarcie, est quelque chose qui nie l'histoire du monde. Et donc, c'est dès le départ, l'hypothèse est insensée. Que Trump le pense, c'est très bien, mais il y a quand même des gens autour de lui qui devraient lui dire « non, c'est pas comme ça ». Celui qui a suggéré ce que disait Christian sur l'idée de la Chine, de dire tiens, on va négocier pour que tout le monde aille contre la Chine. Il paraît que c'est Bessène qui a donné cette idée. Il l'avait pas à Trump, l'idée que tiens, c'est pas mal, oui, comme idée d'aller négocier quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'on va négocier ? On rencontre le Vietnam, messieurs vietnamiens, il faut quand même faire des efforts. Le déficit avec vous est très élevé. Donc les Vietnamiens, nous on met les taux à zéro pour tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Mettez des tarifs avec la Chine. Et donc mettez des tarifs avec la Chine. Et les autres vont dire ça c'est pas possible, mais avec vous c'est zéro, c'est sûr. Et le déficit sera le même. Donc on ne pourra pas réduire le déficit. Donc les Vietnamiens, la seule chose qu'on peut faire, c'est les trucs qu'on exportait chez vous, on va essayer de les voir si on veut les amener ailleurs. Comme ça ne sera pas le déficit avec vous. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est tellement insensé. C'est-à-dire dans la discussion, on ne sait même pas. Mais c'est pour ça que les équipes de négociation, alors les officiels européens, visiblement, commissaire européen qui va négocier à Washington avec des équipes américaines, ils rentrent à chaque fois en disant on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas de demande explicite, il n'y a pas d'objectif, il n'y a même pas de négociation sur la table. Ils nous écoutent, mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent. Exactement, la déclaration de l'Union européenne, dont les chargés de négociations commerciales disent exactement on ne sait pas. Ils disent, pour rassurer, et c'est important d'essayer de rassurer, qu'il y ait quelques adultes qui essayent de rassurer les enfants qui jouent avec le feu, etc. Donc, non, n'inquiétez pas, c'est bien maîtrisé et circonscrit. Et donc, ils disent, il faut s'attendre à une négociation longue. Parce qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à Trump ? Quel cadeau il faut faire à Trump ? Et il faut qu'il gagne. Ça, on sait, le seul truc qu'on sait, c'est que lui, il gagnera. Donc, il faut lui offrir quelque chose pour qu'il gagne. C'est comme toute cette avalanche d'entreprises qui vont le voir. Qui sortent, je vais investir 500 milliards de dollars et créer je ne sais pas combien d'emplois sur je ne sais pas combien de temps. Et là, lui, comme ça, il peut l'annoncer. Combien de temps Apple va faire pour faire tout ça ? Je ne sais pas, mais ça ne va pas être, même pendant 4 ans, ce n'est pas suffisant. Et surtout, Apple a très peu de salariés. Apple fait tout construire par d'autres. Donc, ils vont créer, parce que c'était prévu, plein de centres de data, etc. Et comme nous, on devrait le faire, c'est normal. On veut avoir le contrôle de la data. Mais on voit bien que tout ça n'est pas... Donc, c'est quelque chose qui crée du désordre. Donc, le plus important, c'est où on va. Et on va, pour l'instant, avec Trump, c'est
avec ce choc de confiance qui touche les entreprises comme les ménages et l'économie mondiale va décélérer. Espérons qu'on n'aille pas dans une récession brutale et que les choses ne s'enveniment pas, guerre, etc. Mais on va dans une direction... Et la relation avec la Chine, vraiment, je voudrais répondre à votre question. Comment négocier ? Je sais pas. Les Chinois ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. Non, ça a l'air assez ferme. Si ce n'est pas respectueux, il n'y aura pas de deal. C'est simple. Venons-en au marché. Gardez la parole, Sébastien. Dans ce contexte-là, ça veut dire quoi ? Le marché américain reste encore fragile. Il y a trop de volatilité. La valorisation n'est pas encore un appel à revenir massivement sur ce marché américain. Ou est-ce qu'il y a déjà quand même, ici et là, des opportunités ? Non, nous, on est très donc, si on regarde, il y a des secteurs, sur la tech, c'est difficile de ne pas être sur la tech américaine, c'est le monde de demain, l'IA, etc. Il y a une domination des États-Unis et on essaye d'être présent, mais effectivement, mais sur l'ensemble des grands pays, vous êtes plutôt sous-pondéré action aujourd'hui, parce que c'est là où il y a la plus de... Ça touche tout le monde, alors. Il n'y a pas une classe d'actifs qui échappe. Et même les taux américains, les obligations américaines étaient à risque. Donc nous, on est plutôt sur l'Europe, on est long les obligues souveraines européennes. Elles ont servi un bon soutien. Donc on est là-dessus. Sur le dollar, je ne sais pas. C'est vrai que ce risque que le dollar perd les États-Unis perdent l'arme du dollar et que le dollar ne soit plus une valeur refuge importante, c'est vrai que ce risque doit exister avec Trump si Trump restait comme un dictateur pour toujours. J'ose espérer que ce n'est pas le cas et donc je pense que le dollar reste quand même la monnaie de réserve la plus importante, même s'il a perdu de son poids. Tout le monde n'a pas capitulé sur cette idée, j'admets. Donc je pense que aujourd'hui, nous, on pense toujours que l'euro peut encore un peu s'apprécier, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a un moment donné où on perd en compétitivité, l'impact est plus négatif que simplement dire tiens, les États-Unis, c'est eux qui souffrent. C'est pas vrai. Donc non, je ne crois pas, mais il n'y aura pas de Mar-a-Lago à l'Amiran, ça n'existe pas. Ouais. Son truc est très marrant, c'est comment refaire le monde à partir d'une hypothèse fausse. Oui, effectivement. C'est simple. Oui, stratégie d'investissement là dans le contexte. Alors, est-ce que encore une fois, parce que les marchés ont quand même baissé, les marchés américains en premier lieu, les valorisations se sont un peu détendues. Est-ce qu'on approche des niveaux de valorisation plus intéressants, sachant qu'on est au démarrage de la saison de publication de résultats, Michael, et que c'est important de voir ce qui va se passer sur l'ajustement que vont faire les analystes des bénéfices à venir pour les entreprises américaines. Tout à fait. Alors en termes de quantité de risque, en termes de pondération sur les actions, on était négatif sur les derniers mois. Aujourd'hui, vu les niveaux de valorisation, même si on peut continuer de baisser, il nous semble qu'avec des niveaux de vol de 35, 40, 45 de VIX, vaut mieux resserrer finalement ces pondérations autour de l'allocation stratégique. Donc ça, c'est le premier point. Surtout que structurellement, on va chercher plutôt à vendre les tops. Pour quelle raison ? C'est quand vous prenez, je vous donne un chiffre, 20% de PE sur les marchés actions, finalement ça donne un rendement, c'est-à-dire un earnings yield qui est de l'ordre de 5%. Si vous le comparez sur les marchés américains à du 4,4 sur les taux 10 ans américains, c'est-à-dire qu'il y a une très fine marge de sécurité pour finalement amortir tout risque de déception sur les earnings, sur la macro et sur l'imprévisibilité de Trump. Donc ça veut dire que structurellement, si on avait une capitulation et finalement un meilleur avenir sur les pourparlers, les négociations commerciales, on en profitera pour revendre parce qu'en fait devant nous, on va plutôt avoir des dégâts matériels, quelle que soit l'issue, d'un point de vue purement économique. La prime de risque ou la prime pour détenir des actions américaines n'est pas suffisante aujourd'hui pour acheter les creux de marché. Tout à fait. Après, il y a une deuxième conviction, c'est géographiquement, il faut peut-être aller chercher en dehors des États-Unis. Vous parliez tout à l'heure effectivement de voir une fin de l'exceptionnalisme. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en 2008, les marchés américains dans le MSCI Monde est tourné autour d'une pondération de 50-52%. Aujourd'hui, on est quand même pas loin des 75%. Toujours. 75. Toujours. Il est impérieux aujourd'hui d'aller chercher de la croissance ailleurs, à des niveaux de valorisation un peu moins chers, et notamment sur des pays qui ont un positionnement relatif dans les négociations qui sont plutôt corrects, c'est-à-dire le UK, donc le Royaume-Uni, l'Inde, mais aussi peut-être l'Europe,
et éventuellement le Japon, si effectivement la BOJ commençait à adoucir un petit peu son biais restrictif sur la politique monétaire. Donc voilà 4 idées, 4 convictions géographiques en termes de diversification. Après, au niveau du crédit, on avait déjà réduit à fin mars nos crédits, nos investissements sur le crédit high yield, parce qu'en fait on était sur des niveaux de spread, des marges de crédit historiquement bas, extrêmement faibles, que ce soit le grade d'investissement ou le grade high yield. Et donc, on va plutôt rester comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas envie de remettre du risque sur la partie crédit, parce qu'en fait, en termes de taux de défaut, effectivement, on va avoir tendance plutôt à remonter. Et le dernier point, sur la volatilité, ça c'est du plus court terme. Il y a une stratégie qui nous semble intéressante, c'est d'abord d'avoir des actions protégées liées en fait à des options et des airbags qui pourraient se mettre en place face à un risque qui peut être soudain. Et à court terme, c'est peut-être intéressant de vendre de la volatilité jusqu'au fin juin, début juillet, pour acheter un risque directionnel un peu plus fort, prendre une direction à partir du mois de juillet, en achetant éventuellement des options d'achat, si on pense effectivement qu'on va vers des deals. Une meilleure visibilité. Des deals, et l'issue sera moins négative qu'on ne le pense, mais on aura quand même vécu... et surtout, c'est que les dégâts matériels et économiques sont à venir et seront visibles. Toute autre question, décision facile pour la Banque Centrale Européenne demain, Christian ? Il n'y a pas à tergiverser ? Oui, parce que si on réfléchit, l'euro s'est apprécié, donc durcissement des conditions financières. Est-ce que quelqu'un peut soutenir ici que ça va être inflationniste, les droits de douane pour l'Europe ? Alors pour les États-Unis, on pourra en débattre, mais pour l'Europe, tout le monde, je crois, sera assez d'accord que c'est pas un risque inflationniste. Tout dépend si on se met à escalader, nous aussi. Oui, mais même. Si on se met à taxer les services américains, ça sera plutôt ce sera inflationniste très vite dans les foyers. Oui, mais de toute façon, avec la concurrence de la Chine qui va revenir sur l'Europe, etc., on sait très très clairement que quoi qu'il arrive, c'est plutôt des pressions déflationnistes. Les derniers chiffres d'inflation sont plutôt bons, avec un ralentissement de l'inflation dans les services. Donc elle ne peut même pas dire qu'en interne, il y a des risques inflationnistes liés à des salaires qui progressent trop vite et qu'on aurait un secteur des services intensifs à l'emploi qui sont protégés et qui pourraient monter leurs prix comme ils veulent. Donc c'est plus le cas. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont vous dire qu'ils vont monter beaucoup les salaires dans les prochains mois. Donc globalement, durcissement des conditions financières, l'enquête qu'on a eue hier auprès des banques commerciales qui montrent qu'il y a un durcissement et donc que la baisse des taux passés de la BCE n'ont pas eu un impact positif dans le financement des entreprises européennes. Ça, elle est très sensible à ça, la BCE. Ça veut dire que sa politique n'a pas été efficace et n'aide pas les entreprises à se refinancer. Et puis, le fait qu'il n'y a pas de risque inflationniste et qu'on est plutôt sur des scénarios négatifs sur la croissance. Alors, franchement, si elle me dit, Madame Lagarde, on fait rien, là, je demande des c'était explications. Le sujet il y a encore 2-3 semaines pour certains banquiers centraux européens. Voilà, pour certains, je crois on le sait, mais là, les arguments sont tombés les uns après les autres. Tombé là. Maintenant, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne baissent pas les taux. Et si je devais reprendre la terminologie, ils vont même nous dire que le taux neutre est beaucoup plus bas aujourd'hui qu'il y a encore quelques mois. Vous savez que le taux neutre n'est pas stable, qu'on ne peut pas le connaître. 1,15 de 25. Voilà, mais certains... Les plus faucons de la BCE disaient que c'était 2,50, le taux neutre. Bon, on peut dire que vu la situation actuelle, il n'est plus à 2,50, mais il est beaucoup plus bas, donc ça laisse largement de la place à encore des baisses de taux. Alors, de combien ? Je pense qu'elle maintiendra le suspense là-dessus, mais au moins, là-dessus, il y a clairement... tout est en place. C'est utile, la politique monétaire, dans le contexte actuel de guerre commerciale ? C'est toujours utile, des adultes qui parlent de choses importantes, parce que la politique monétaire permet de, parfois, offrir un soutien quand les choses vont mal, que ce soit pour une politique budgétaire aux États-Unis qui est désordonnée et qui est plutôt laxiste. Donc la situation aux États-Unis est plus compliquée qu'ici. Mais pour ce qui est de la BCE, je ne sais pas. Je crois pas. Si jamais ils font rien, parce que ça reste, moi je pense que ça reste une possibilité, parce qu'il y a pas mal de banquiers centraux qui, commençant par Schäuble, et qui est quand même très influente, qui pensent qu'effectivement le taux est plus élevé. Une des raisons qu'aujourd'hui elle pourrait mettre en avant, c'est que l'Allemagne a décidé d'avoir une croissance plus élevée pendant un certain temps. Oui, mais ça, c'est pas data dependent et meeting by meeting approach. Mais le problème, c'est que comme nous, elle ne sait pas ce qui va se passer après. Quand une banque centrale ne sait pas, elle peut dire que le dernier chiffre d'inflation est bien et qu'à partir de là, c'est bon, tout est dégagé. Mais personne ne sait ce qu'il y a après.
la Commission voulait entamer un cycle de représailles. Il va pas le faire, espérons que ça n'arrivera pas. Mais je pense que ça serait pas... Ça peut être discuté, quoi. La décision de demain peut être discutée. Mourir si on baisse pas maintenant et on baisse... non, mais à force de ne pas baisser... Non, on a baissé de 150 points de base. Donc ça va, c'est pas que là... Et on est à des taux réels qui sont... aujourd'hui, on s'approche des taux négatifs. Donc non, je pense que... Est-ce que Mme Chevèle a raison que c'est beaucoup plus haut que les autres? Peut-être qu'elle se trompe. Mais je ne pense pas qu'il y aurait un crime. Alors, le seule difficulté, et c'est vrai, l'euro, et s'apprécie trop vite, lui donner un coup de main vers le bas, ça serait pas mal en baissant les taux. Mais je pense que il n'y a pas... Il n'y a pas de 50 points de base demain, quoi. Il n'y a pas de 50 points de base. Et surtout, je ne crois pas que les autres banquiers centraux sont là. Tous vont être super contents. Je ne sais pas. La situation n'est pas confortable pour personne. Il n'est pas confortable, mais il faut l'expliquer, de dire, voilà, l'inflation a disparu. C'est quand même pas le message qu'ils voudront faire. Bon. L'euro a monté face au dollar, mais face aux devises partenaires. L'euro, pondéré des échanges commerciaux, a quand même beaucoup progressé là, ces dernières semaines également. Une valeur refuge, en fait. Exactement. Le franc suisse et l'euro. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Paris-Horvitz, LBPAM, Michael Nizar, Edmond Rothschild Asset Management et Christian Parizeau, Altair Economics.